Mes poils se hérissaient. J'avais la chair de poule. Être au milieu de nulle part et entendre un sifflement dans le tunnel, ça fait froid dans le dos. Mon Dieu, il y a des personnes mortes dans tous les lits. Le grenier était le mal absolu. S'il y a un esprit maléfique dans cette maison, je vais l'appeler. C'est une photo incroyablement étrange, mais extrêmement réelle. Je n'en croyais pas mes yeux. Une lumière a attiré mon attention. On a le cœur qui s'arrête et on se dit, est-ce que c'est vraiment réel? J'ai tellement froid que j'en tremble. Il a hurlé par la fenêtre. Mon Dieu, il y a des personnes mortes dans tous les lits. J'ai pris le miroir en photo. Elle me regardait. On en avait la nausée. Il ne voulait vraiment pas de nous ici. Mon histoire de fantôme a commencé quand je suis entrée dans la maison de Villisca, où 8 personnes ont été sauvagement tuées à coups de hache. Je suis le propriétaire. Beaucoup de gens viennent voir la maison à cause de cette histoire. C'est le côté sombre de Villisca. La nuit du dimanche 10 juin 1912, toute la famille Moore, Sarah et J.B., leurs 4 enfants, Boyd, Paul, Catherine, la seule fille, Herman, l'aîné, et 2 invités qui dormaient chez eux, Lena et Ina Stillinger, ont été sauvagement tués. Ils ont été découverts le lundi matin. Les tueurs ont attendu que tout le monde aille se coucher et ont mutilé leur visage à coups de hache. Depuis ce jour, on n'a jamais su qui avait tenu la hache. J'ai vu par exemple des portes s'ouvrir, mais le plus effrayant, c'est ce que font les enfants. Ils jouent avec quelqu'un qui n'est pas là. J'en ai les poils qui se hérissent dans le dos. C'est ce qui m'a convaincu qu'il y avait quelque chose dans la maison. Les gens viennent de partout. La première année, on organisait des visites. On leur racontait l'histoire, on les emmenait dans la maison. Et un jour, un groupe est venu et nous a supplié de passer la nuit ici. Je suis venue avec des amis passer la nuit dans la maison de Villisca. Nous voulions vraiment avoir un aperçu de ce qui s'était passé la nuit des meurtres. Quand on est entré, je me suis dit, peut-être que ce n'est pas une bonne idée parce que c'était vraiment effrayant. Elles ont passé la nuit à la maison gratuitement. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de salle de bain. Quand Darwin nous a laissés et que nous avons fait le tour, nous avons eu l'impression de revenir 100 ans en arrière. C'était vraiment sinistre. Les murs dégageaient quelque chose d'effroyable. On pouvait presque revivre ce qu'ils avaient ressenti et les hurlements qu'ils avaient poussés sans que personne ne les entende. La nuit des meurtres, quand les Moore sont rentrés chez eux, je suis sûr que les tueurs étaient cachés dans le grenier attenant à leur chambre, derrière la penderie. Nous avons eu beaucoup de mal à entrer dans le grenier. Il y avait une atmosphère très malfaisante. On avait la chair de poule. On est ressorti tout de suite. Les tueurs ont probablement tué J.B. en premier, avec le côté tranchant de la hache. Et ils ont frappé Sarah avec le côté émoussé. Elle a reçu la plupart des coups sur le sommet du crâne. Je crois sincèrement que Sarah contrôle toujours la maison. C'est une maison terrifiante. Extrêmement hantée et avec une énergie malfaisante. Cette ombre noire nous suivait à différents endroits de la maison. Sur les photos, on peut la voir. Nous avons compris que c'était l'assassin. Il dégageait un fort sentiment de haine. Quand je suis allée dans la chambre principale, Josiah et Sarah Moore étaient là. Sarah m'a même touché le bras. Nous avons pris en photo une brume assise sur une chaise. C'était certainement Madame Moore, parce que nous étions en train de lui parler. J'ai pris une autre photo qui nous a choqués. Sarah Moore était dans le miroir en train de me regarder. Dans la chambre des enfants Moore, il n'y avait aucune raison qu'il y ait des marques de hache au plafond, ce qui me laisse penser que les enfants étaient dans les parages.
Dans la chambre des enfants, il y a une porte de placard. Si vous demandez, la plupart du temps, Herman vous ouvre la porte. Ils utilisent tout ce qu'ils ont sous la main s'ils veulent faire une apparition. Nous avons réussi à filmer des lumières incroyables. Nous savions ce qu'était cette énergie parce qu'elle était vraiment puissante. Nous pouvions sentir leur présence. Mon amie Barbara est enseignante. Alors je lui ai dit, et si on prenait un de leurs livres et qu'on leur lisait? Quand nous avons lu l'histoire, nous avons senti l'énergie changer. Nous pouvions ressentir l'excitation des enfants. Puis cette ombre noire nous a suivis dans la chambre des enfants. On la voyait. Barbara a commencé à avoir la nausée et à avoir mal à la tête. Le meurtrier voulait qu'elle arrête. Il ne voulait aucun moment de bonheur. Sur mon dictaphone, le petit garçon dit « Ne t'en va pas. Ne t'en va pas. » C'était très triste qu'il soit là à se divertir et que le meurtrier y ait mis un terme. Les deux filles Stillinger dormaient en bas. Elles étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Les tueurs sont descendus. À ce moment-là, l'une des filles s'est cachée dans le petit placard. Lena a levé un bras pour se protéger des coups. Ils ont sorti Ina du placard et l'ont tuée. Darwin nous avait dit que quand la hache donnait des coups de haut en bas, elle faisait des marques au plafond. Pour s'assurer qu'ils étaient tous morts, les tueurs les ont allongés sur les lits, ont recouvert leur visage avec un vêtement et ont mutilé leur visage avec la hache. J'imagine qu'ils ne voulaient pas voir les horreurs qu'ils avaient commises. Du sang avait dégouliné par l'une des bouches d'aération de la chambre des enfants jusqu'au sol du salon. Avec une lumière noire, on pouvait voir quelques taches de sang sur le parquet. Et il y avait une empreinte de main dans la chambre bleue, là où l'une des fillettes avait essayé de sortir. Après avoir tué tout le monde, ils ont essuyé le manche de la hache et l'ont posé contre le mur de la chambre bleue. Depuis ce jour, on n'a jamais su qui avait essuyé et tenu la hache. Les enquêteurs de l'époque pensaient qu'il y avait 2 hommes dans la maison. D'après les enregistrements que j'ai faits, les filles ont dit qu'ils étaient 2. Je leur ai demandé « Savez-vous qui a fait ça ?» Et l'une des filles a répondu « Non ». Ensuite, j'ai dit « Combien étaient-ils » Et elle a répondu « Ils étaient 2 ». Ils étaient 2. Nous étions sous le choc. Le fait qu'elle le confirme était encore plus terrifiant. Je n'irai jamais dans cette maison toute seule. La tragédie ne s'est pas arrêtée cette nuit-là. Beaucoup de gens en ont été affectés. Le mystère autour des assassins reste entier. La famille Moore essaie toujours de nous dire « Regardez, c'est lui ». Pourquoi j'ai acheté cette maison? Qu'est-ce qui m'a attiré? Je ne sais pas trop, j'ai souvent peur. Parfois je me dis que je devrais partir, que cet endroit ne m'appartient pas. Fantôme a commencé quand j'ai ramené du travail de la maison des meurtres. Mary Peckham était une voisine de la famille qui a été assassinée dans la maison des meurtres à la hache le 10 juin 1912. Elle était presque une grand-mère pour les enfants Moore. C'est la première personne qui s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas chez les Moore. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé les 8 corps. Environ 6 mois plus tard, elle est morte d'une dépression nerveuse. La rubrique nécrologique disait « La grande faucheuse a encore frappé » pour annoncer ce qui était arrivé à Mary Peckham. Il reliait sa mort à ce qui s'était passé chez ses voisins. Pendant que je travaillais, la maison voisine, celle de Marie, a été mise en vente. Et c'est arrivé au moment où nous cherchions un logement. Nous avons finalement acheté la maison et emménagé pour que je puisse facilement surveiller la maison des meurtres et organiser les visites. Ma première réaction, c'était l'excitation, parce qu'on emménageait dans une maison plus grande et plus belle que la précédente. Je ne pensais à rien d'autre qu'à décorer la chambre de grâce.
On l'a mise dans le lit. C'est un bébé, alors elle s'est mise à pleurer. Mais ce n'était pas simplement les pleurs d'un bébé qui ne veut pas dormir. Elle était vraiment triste et très effrayée. J'avais monté Grace pour qu'elle fasse une sieste. Elle dormait, je suis allé la voir. La barrière du lit était abaissée, alors je l'ai remontée et je me souviens très bien avoir appuyé dessus pour m'assurer qu'elle était verrouillée. C'est impossible qu'elle se soit abaissée toute seule. Je descends, je remonte, elle est baissée. C'était tous les jours comme ça. J'avais du mal à croire que sa barrière s'abaissait. J'ai décidé de déplacer sa chambre en bas. Je ne voulais pas qu'on s'en prenne à ma fille. Et j'ai commencé à remarquer des choses bizarres. J'entendais des coups, des griffures sur le mur, quelqu'un qui marchait en haut. Si je lui avais dit que je les avais entendus aussi, elle n'aurait pas dormi de la nuit. Le premier étage me fait très peur. Même s'il fait jour, je ne monte pas. Parfois, j'ai été obligée parce que j'avais besoin de quelque chose. Et si Johnny n'est pas là, j'y vais en courant. Si ça continue comme ça dans la maison, je pense qu'on ne montera plus jamais. Je me suis réveillé avec cette obsession, découvrir l'histoire de Mary Peckham. Je crois qu'elle avait entendu quelque chose, ou qu'elle savait quelque chose. Je dors dans son ancienne chambre, et je peux vous dire, d'après mon expérience, que même avec la fenêtre fermée et la télé allumée, on pouvait entendre les invités dans la maison des Moore. Alors je ne peux pas croire qu'en 1912, elle n'ait rien entendu. C'était une femme de 60 ans. Elle ne pouvait pas aller là-bas pour les aider. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester assise et écouter. Et je pense qu'elle a attendu jusqu'au lendemain matin pour aller voir. J'avais l'intime conviction que si Mary Peckham savait quelque chose, elle l'avait placé dans une boîte et caché sous le plancher. Il était persuadé qu'elle avait écrit un journal intime. Il n'y avait aucune preuve. Personne n'avait jamais parlé d'un journal. C'était devenu une obsession pour lui. Il fallait qu'il le trouve. Quand je partais au travail, je plaisantais en lui disant « Ne démolis pas la maison ». Ma femme s'est absentée pendant 2 semaines, et c'est là que je suis tombé vraiment très bas. J'ai commencé la journée en tapant sur les murs. Je suis allé dans un placard et j'ai trouvé un endroit creux. J'ai commencé à prendre ma clé et à faire des trous avec. Au bout de 10 minutes, il y avait un gros trou dans mon placard. Après, j'ai tapé sur le plancher et j'ai arraché la moquette. Ce qui m'est passé par la tête, c'est « Ma femme n'est pas là pendant 2 semaines, il faut que je me dépêche et que je trouve ce journal maintenant. » Quand je suis rentrée, le plancher était arraché. Il y avait du plâtre partout dans le placard. J'étais furieuse. Il disait qu'il avait cherché dans le plafond, les murs, la ventilation, partout où il pouvait. J'ai arraché la moitié du parquet et j'ai commencé à entendre des coups. J'étais très inquiète. Il ne trouvait rien, mais c'était une obsession. Il était sûr qu'il y avait quelque chose. Je savais qu'il y avait quelque chose. S'il y a un esprit maléfique dans cette maison, je vais l'appeler. Alors je suis allé dans la chambre, j'avais coincé la porte. Je voulais éliminer toute possibilité d'ouverture fortuite. J'ai dit, « Marie, si vous êtes avec nous, pouvez-vous utiliser mon énergie? Pouvez-vous ouvrir la porte? Faites-moi un signe. » Et tout de suite, la porte s'est ouverte. « Mary Peckham, pouvez-vous ouvrir cette porte? » Quand je lui demande d'ouvrir, on voit très nettement la cale se retirer. L'ouverture s'accélère et la porte vient frapper contre le mur. Poussez-la très fort. Il y a beaucoup de choses qu'il ne me montre pas. Il me laisse en dehors de ça. Parfois, j'apprends des choses par d'autres personnes. C'est un de mes amis qui lui a montré la vidéo de la porte qui s'ouvre. Elle était vraiment paniquée. Il n'y a pas d'explication. J'ai essayé de lui cacher tout ce qui se passait dans la maison pour la protéger. Je ne lui ai jamais montré la brume sur les photos devant le placard, même encore aujourd'hui. J'espère vivre dans la maison de Mary Peckham pendant un bon moment et élever ma famille ici. Si ça devait empirer, on déménagerait.
Si l'esprit devenait violent envers ma famille, ce serait le moment de partir. Elle a flotté jusqu'à l'évier et elle est tombée. Quand ça arrive, on a du mal à trouver le sommeil. J'ai encore peur en y repensant. Mon histoire de fantôme a commencé quand j'ai acheté mon bar, le Finlays, à Monteka, en Californie. Quand j'ai commencé à gérer le bar, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose derrière moi. Quelque chose qui essayait d'entrer en contact, de me toucher. Ma femme, Déborah, ne voulait plus y aller. Elle se sentait mal à l'aise. Parfois, j'ai tellement froid que j'en tremble, comme s'il était à l'intérieur de moi. Ou alors, je suis en train de marcher et je tombe sur un endroit très froid. J'allais vers le réfrigérateur et quelque chose m'a touché l'épaule, est descendu et m'a tiré par le coude. Ça m'a vraiment foutu les jetons. Sur le coup, je suis resté sans voix. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. C'est une sensation effrayante. Marc a appris à ouvrir et à fermer le bar et maintenant, je n'ai plus à m'en soucier. Elle avait peur et elle ne voulait plus ouvrir et fermer. Alors c'est moi qui le fais maintenant. On entend des pas, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. N'importe quel barman aux États-Unis sait le bruit que font les bouteilles dans le bar. Quand vous marchez à côté du bar, que vous mettez un coup dedans, les bouteilles s'entrechoquent. Et quand vous entendez ce bruit, alors qu'il n'y a personne dans la pièce, c'est un peu angoissant. Ça vous interpelle. 2 personnes ont démissionné. Des voix, des objets qui tombent. La première s'appelait Yolanda. Elle était toute seule et elle a entendu des voix dans le bar. Plusieurs voix. Elle est allée regarder qui était là, mais il n'y avait personne. Et ce n'était pas la première fois qu'elle remarquait des choses étranges. Ce jour-là, elle en a eu assez. Elle a enlevé son tablier, l'a jeté sur le comptoir et a dit « Je ne peux plus travailler ici ». Ma chef cuisinière, Stacy, passe beaucoup de temps en cuisine. Quand elle a été embauchée, je ne lui ai rien dit. Je me disais « Faites qu'elle ne s'en aille pas ». Et un jour, elle m'a dit « Vous n'avez jamais l'impression de sentir une présence, comme si quelque chose vous touchait ou était très lourd. C'est un peu déroutant. » Je ne sais pas si c'est un esprit ou une entité. Je ne sais pas comment l'appeler. Mais quand elle a vu des casseroles tomber du rail à plusieurs reprises, ça l'a vraiment mise en colère. Alors elle a eu une petite discussion avec l'entité. Elle lui a dit « Je veux bien que tu partages la cuisine avec moi, ça ne me pose pas de problème. Mais s'il te plaît, ne me prends pas par surprise et ne reste pas trop près de moi. » Plusieurs fois, je suis entré et j'ai vu des verres cassés derrière le bar. Les verres sont posés sur des sous-verres et on les retrouve par terre. Pourquoi ils sont là? Qui les a mis là? Les premières fois que c'est arrivé, ça m'a énervée, parce que je croyais que le barman était négligent. Et j'ai découvert que ce n'était pas du tout ça. Pendant un moment, nous n'avons pas eu de barman. C'était Marc ou moi qui tenions le bar la plupart du temps. Et ça continuait de se produire alors qu'il n'y avait aucune raison. Steve, qui travaillait dans le coin, était venu boire un soda. Et tout à coup, le robinet d'eau s'est ouvert à pleine puissance. Il s'est agité de gauche à droite, d'un évier à l'autre. Il passait du chaud au froid. Steve était sans voix. Je l'ai regardé, il a bondi de son siège, il a claqué la porte et il est parti. Il s'est levé et il est parti. On ne l'a pas revu depuis. Le même soir, quelque chose a attrapé une serviette de la main de la serveuse et la serviette n'est pas tombée tout droit. Elle a flotté jusqu'à l'évier et elle est tombée dedans. Elle a démissionné aussi. À l'avant de la propriété, il y a le bar, le Finlays. Et derrière, il y a une cour privée qui mène à la maison. Quand nous avons acheté le bar, nous avions l'intention de vivre là. Alors nous avons fait quelques travaux. Quand on entre dans la maison, on a toujours l'impression d'être dans la maison de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais réussi à m'y sentir chez moi. J'avais toujours l'impression de rendre visite à quelqu'un.
Ce n'est pas ma maison. Un soir, il était tard, nous avions aménagé la maison toute la soirée. Et j'ai dit à Mark, je meurs d'envie d'une crème glacée. La porte de la cuisine est une porte battante. Je pensais que Mark était parti. Et là, j'ai entendu des pas dans la cuisine et la porte se balancer. Elle s'est ouverte complètement. Alors j'ai appelé Mark 2 fois et il n'a pas répondu. J'ai mis mon peignoir, je suis allée dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et j'ai attendu que Mark revienne avant de retourner dans la maison. Je suis revenu, elle s'était enfermée dans la voiture. Je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle me répond, « Je ne ferai pas comme ces gens dans les films qui vont voir ce qui se passe, je me barre d'ici. » Quand quelque chose comme ça arrive, on a du mal à trouver le sommeil. On s'allonge et on se demande, « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Un jour, j'ai même été enfermée dans la maison. C'était la pire situation que j'ai jamais vécue. Pendant 8 à 10 minutes, la porte ne voulait pas s'ouvrir. Ça m'a paru une éternité. J'ai pris un marteau et un tournevis et j'ai frappé sur la porte, au point que Mark a dû la changer. Elle était paniquée et furieuse. Elle m'a dit de ne plus jamais l'enfermer dans la maison. Je lui ai dit, « Chérie, je peux t'enfermer de l'extérieur, mais je ne peux pas t'enfermer de l'intérieur. » C'était très désagréable. J'ai encore peur en y repensant. L'un de nos clients m'a proposé de faire une enquête. Je lui ai dit d'accord. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose ici, mais personne ne me l'a jamais confirmé. Deborah et Stacy ont pris des photos étranges. Il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est hanté, si c'est un esprit ou une entité. Je ne sais pas comment l'appeler. J'ai vu autre chose. Je n'ai aucune explication pour les lumières qui sortaient du mur. Je ne les avais jamais vues avant. Et elles étaient vraiment rapides. Les vidéos expliquent pourquoi certaines choses ont été déplacées quand on revient dans le bar. Ça répond à beaucoup de questions. Nous avions l'intention de vivre ici, mais avec toutes ces choses qui ont mal tourné, elle m'a dit, « Je ne veux plus vivre ici. Je ne vivrai pas dans cette maison. » Je lui ai dit, « Mais nous avons mis tellement d'argent dans cette maison, tellement de temps et d'efforts. » Elle a répondu, « Pas question, je préfère encore vivre dans une tente que dans cette maison. » Alors on utilise cette pièce pour organiser des banquets ou pour faire dormir des amis, mais on ne vit plus dedans. Je ne vais pas dans la maison toute seule. La plupart des gens qui ont travaillé ici ou qui sont déjà entrés dans la maison ont ressenti à peu près la même chose que moi. Ils disent que l'atmosphère est lourde, qu'on se sent mal à l'aise ou que ça fait froid dans le dos. Parfois c'est un peu angoissant, surtout quand vous traversez la maison tout seul, que vous fermez tout et qu'il se passe quelque chose. Vous ne pouvez ni le voir ni l'expliquer. Parfois, vous vous dites, peut-être que je suis folle. Vous êtes nerveuse sans raison. J'ai peur parce qu'ils sont là depuis bien plus longtemps que moi. Et si je leur disais que je voulais qu'ils s'en aillent et qu'ils n'aient pas envie de partir, ils pourraient changer d'attitude envers moi. Et je ne crois pas être prête pour ça. Je pense qu'ils resteront dans le bar pour toujours. Si vous venez un jour chez nous, soyez prêts. Ne prenez pas la fuite, on n'a pas besoin de perdre d'autres clients. Ça semble logique qu'en mourant aussi soudainement, leur esprit subsiste à cet endroit. On a entendu un train arriver dans un crissement de métal. Quand vous passez dans le tunnel de la station Moonville, vous ressentez une sensation très effrayante, comme si vous n'étiez pas seul. Je sais que beaucoup de gens sont morts à Moonville. Et je crois que c'est un endroit hanté. Il y a plusieurs entités là-bas, et les expériences qu'on vit quand on traverse le tunnel ne sont jamais les mêmes. Mon histoire de fantôme a commencé à la station Moonville, dans la partie montagneuse de l'Ohio, au cours d'une randonnée. J'ai commencé à sentir des odeurs, entendre des sons et voir des choses anormales pour une randonnée en pleine nature.
Le haut du tunnel est très abrupt. 3 ou 4 pierres nous sont tombées dessus. Elles étaient assez grosses. On est arrivé près du tunnel à la nuit tombante. On nous jetait des pierres depuis le pont. Mon fils et un ami sont allés en haut du tunnel, de chaque côté, pour voir si quelqu'un ou quelque chose jetait les pierres. Je remarquai que quelques personnes de notre groupe s'éloignaient de plus en plus du tunnel, pendant qu'on essayait de comprendre ce qui se passait. De là-haut, ils nous ont dit « il n'y a personne ». Les rails du tunnel de Moonville ainsi qu'une partie du pont ont été retirés. Le pont est seulement à une 60aine de mètres du tunnel. Et sur ce pont, il n'y avait de la place que pour un train. Dans l'histoire de Moonville, plusieurs personnes sont tombées du pont en essayant d'éviter un train. Quand un train arrivait à grande vitesse, vous aviez 2 possibilités. Vous faire percuter par le train ou sauter dans la rivière. La rivière est juste en dessous, mais elle ne fait que 60 cm de profondeur. Alors vous avez de grands risques de vous blesser ou de vous tuer. Juste avant qu'ils décident de fermer la station Moonville en 1980, une jeune fille scout a été la dernière à mourir en tombant du pont. Elle faisait une randonnée avec son groupe. L'un des trains arrivait sur les rails. Elle a essayé de s'enfuir, mais elle n'a pas réussi. Elle est tombée de 15 mètres. Un jour, l'une de mes amies m'a demandé si elle pouvait venir avec une médium. C'était la première fois que la médium venait à Moonville. Quand nous sommes arrivés au niveau du pont, elle a attrapé ma veste et m'a dit « On ne peut pas aller là-haut. Il y a un esprit. Il est très en colère. » Elle a dit « L'esprit de cette fille est juste derrière nous. C'est une petite fille en uniforme. Vous avez les poils qui se dressent quand on vous dit quelque chose comme ça. » À l'époque, le sud-est de l'Ohio était une région assez riche. Ils avaient découvert du charbon dans les collines. Ils faisaient venir des trains pour acheminer le charbon. Les gardes-freins, au 19e siècle, montaient sur les wagons et utilisaient les grandes roues situées au-dessus pour détacher les wagons ou pour freiner. Le métier de garde-frein a été extrêmement dangereux sur les vieilles locomotives. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il y ait de l'orage, ils étaient obligés de monter sur le train. Dans le journal The Athens Messenger du 17 juillet 1873, il est écrit « Un garde-frein de la compagnie ferroviaire a été pris entre 2 plateformes qui sont entrées en collision. Ses 2 jambes et l'un de ses bras ont été affreusement broyés. » Les médecins ont mis énormément de temps à arriver. Alors il a eu une mort très lente. Et ce ne serait pas surprenant que son esprit soit encore dans le tunnel. Lors de ma première visite à Moonville, j'ai vu une lumière orange à l'intérieur du tunnel. Elle s'agitait d'avant en arrière, allait du sol au plafond et de gauche à droite. Elle était trop rapide et trop élevée pour que ce soit quelqu'un à l'intérieur du tunnel. La lanterne servait à ce que les garde-freins communiquent avec le mécanicien, un peu comme nos feux de circulation aujourd'hui. Vert pour avancer, rouge pour s'arrêter, orange pour faire attention. Et souvent, quand vous allez dans le tunnel de Moonville, vous pouvez voir la lumière orange se balancer d'avant en arrière. Une fois, je traversais le tunnel tout seul et j'ai entendu des pas juste derrière moi. Quand je suis arrivé à l'autre bout, j'ai allumé ma lampe torche, mais il n'y avait rien. Ça fait très peur. Une fois, on a entendu un train arriver, dans un crissement de métal. Être au milieu de nulle part et entendre un sifflement dans le tunnel, ça fait froid dans le dos. Quand vous traversez le tunnel, vous pouvez clairement voir des silhouettes humaines. Sur l'une des photos que j'ai prises là-bas, on peut voir le fantôme du garde-frein. Ce qui est fascinant dans cette photo, c'est qu'on peut voir à travers la jambe droite du fantôme. On distingue bien la silhouette complète d'un homme, à part qu'il y a un trou dans sa jambe droite, près de sa hanche.
C'est assez ironique qu'il ait perdu une grande partie de sa jambe et qu'on ne puisse pas la voir. Quand vous êtes dans le tunnel, vous pouvez entendre quelqu'un qui vient à 400 mètres de là. J'étais avec ma femme et ma fille, on se promenait dans la région de Moonville et on faisait un film en famille pour s'amuser. On voit nettement sur la vidéo que l'ombre noire dont plusieurs personnes avaient parlé marchait à nos côtés. Mes poils se hérissaient, j'avais la chair de poule. On voit clairement un homme en train de marcher et il lui manque des morceaux. Ça semble logique qu'en mourant aussi soudainement, leur esprit subsiste à cet endroit. Et c'est vraiment effrayant. Il y a quelque chose là-bas, c'est certain. Si vous allez à Moonville, vous vous en rendrez facilement compte par vous-même. J'ai senti quelqu'un me toucher. Je n'en croyais pas mes yeux, mais c'était extrêmement réel. Chérie, ma mère et moi étions très proches. Elle a été une excellente mère de famille. C'était quelqu'un de drôle et d'affectueux. Ma grand-mère chérie comptait énormément pour moi. C'était comme une deuxième maman. Elle était géniale. Elle a développé un cancer des ovaires. Elle a fait une chimiothérapie et j'ai tendance à croire que c'est la chimio qui l'a tuée. J'ai reçu un appel vers 7h, 7h30 de l'aide-soignante de ma mère. Elle nous avait quittés. Tout le monde était totalement dévasté quand elle est partie parce qu'elle avait une énergie incroyable. Nous avions une relation que je n'ai avec personne d'autre. Je ne voulais pas qu'elle s'en aille. Avec mes deux filles, Ashlyn et Peyton, je suis allée chez ma mère. J'ai récupéré quelques objets, pris des photos. J'ai posé mon appareil photo et je suis allée dans le garage pour faire la lessive. J'étais dans la pièce à côté de la cuisine et ma petite sœur Peyton chantait « Mi, 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 mi » en boucle. J'ai voulu lui prendre la main et j'ai senti quelqu'un me toucher. Je pouvais sentir ses doigts. J'avais peur parce qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce à part Peyton et moi. Et elle n'avait que 3 ans, donc elle était trop petite pour me toucher l'épaule. La sensation n'a pas duré très longtemps, environ 5 secondes. J'ai attrapé la main de Peyton et j'ai couru vers le garage pour le dire à ma mère. Ashlyn m'a dit « Maman, j'ai senti quelqu'un me toucher. » Je lui ai répondu « Ne t'inquiète pas, c'était Peyton. » Elle m'a dit « Maman, elle est toute petite. Elle a 3 ans et ma fille est plutôt grande. » Elle m'a dit « J'ai senti ses doigts. » À ce moment-là, au lieu de faire la lessive, j'ai tout jeté dans le panier et j'ai dit « Allez les filles, on rentre. » Elle était vraiment terrifiée. Elle était mal à l'aise et silencieuse. Je ne l'ai pas cru une seconde. Je ne sais pas pourquoi elle ne m'a pas cru, mais ça m'a vraiment blessée. Je suis revenue dans la soirée, j'ai récupéré l'appareil photo et je l'ai ramené à la maison. J'ai commencé à regarder les photos et elle était là. J'ai fondu en larmes. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'en croyais pas mes yeux. Mon mari ne croit absolument pas à ces choses-là, à moins d'avoir une preuve tangible. Il est très sceptique. Il l'a regardée et il a dit « C'est ta mère ». Sur la photo, elle a les cheveux qu'elle avait après la chimio, très courts. Ils commençaient à repousser. C'est elle. C'est une photo étrange, incroyablement étrange, mais extrêmement réelle. Nous avons dit à Ashlyn, « Essaie de te dire que c'était ta grand-mère. Elle t'aime. Elle voulait te réconforter. Ce n'était pas méchant. » J'avais peur parce que je ne croyais pas vraiment à la vie après la mort. On voit clairement une masse ici. Ashlyn et moi sommes très proches. J'ai essayé de lui expliquer, mais ça lui faisait peur. Alors j'ai essayé d'ouvrir son esprit à ces choses-là. Nous lui avons montré les photos avec la brume, les globes, et elle a commencé à être plus à l'aise, comme moi.
Je lui ai expliqué tout ça parce que c'est horrible de vivre dans la peur. Ça l'aide à mieux appréhender ce qu'il y a de l'autre côté, ce qui nous est inconnu. Comme c'était ma grand-mère, je pense qu'elle essayait simplement de nous apporter de la joie en nous disant qu'elle était là, qu'elle me soutenait, qu'elle était seulement là pour m'aider, qu'elle allait bien et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Elle voulait que je retrouve le sourire et que je continue à vivre au lieu de pleurer sa disparition. Ashlyn invite souvent des amis à la maison. On prend des photos tous ensemble dans le jardin et on obtient souvent des photos incroyables. Un jour, j'ai commencé à prendre des photos et une sorte de sphère lumineuse sortie de nulle part est venue les entourer. Sur plusieurs photos, on peut voir différentes choses. Une brume apparaît ou des globes. Mes amis me soutiennent à 100%. Ils ne l'ont pas vu comme moi, mais ils me croient quand je leur montre les photos. Quand je vais chez elle maintenant, elle est là. Et si je regarde la télé, elle est probablement sur le lit ou sur le canapé à côté de moi. J'espère que c'est pour ça qu'elle est revenue, pour m'aider à surmonter ça. Avec tout le chagrin et la difficulté qu'on ressent quand quelqu'un qu'on aime disparaît, savoir qu'ils sont là est vraiment merveilleux. Elle veille sur nous, sur les enfants, et c'est très réconfortant de savoir ça. Gettysburg est un immense terrain d'activité paranormale. Il n'y a pas un endroit là-bas qui ne soit pas hanté. J'en ai moi-même fait l'expérience. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Le pont de Saxe est hanté. Des corps ont été enterrés près du pont. Quand j'ai vu la photo, j'étais abasourdi. Mon histoire de fantôme a commencé quand je suis allée visiter Gettysburg, en Pennsylvanie, avec mon petit ami et associé Dave Mackey, pour découvrir l'histoire du pont de Saxe. Le pont de Saxe a été construit en 1854. Il fait environ 30 mètres et passe au-dessus de la rivière Marsh. Le 1er juillet 1863, les officiers et les soldats de l'Union ont traversé en premier le pont de Saxe. La bataille de Gettysburg a commencé le 1er juillet 1863 et s'est terminée le 3 juillet. En 3 jours, 52 000 hommes sont morts au cours de la bataille. Et encore aujourd'hui, plus d'1 millier de corps n'ont jamais été retrouvés. Chaque armée s'en servait pour transporter des biens de l'autre côté de la rivière. De part et d'autre de la rivière, il y avait des hôpitaux improvisés, aussi bien pour l'Union que pour les armées confédérées. De nombreux soldats sont morts près du pont. Ils ont enterré près de 700 soldats des États confédérés. Ça a pris 7 ans pour que les familles viennent récupérer les corps, et il en reste encore aujourd'hui. Je suis allée sur le terrain à côté du pont de Saxe. Je me suis assise là-bas, et c'est seulement quand on est rentré et qu'on a regardé les photos plus attentivement que j'ai remarqué la silhouette d'un âne. Honnêtement, la dernière chose que je m'attendais à voir, c'est le fantôme d'un âne. C'est la première fois qu'on prenait en photo l'esprit d'un animal, la silhouette d'un âne. Pour pouvoir transporter les médicaments, ils utilisaient des charrettes tirées par des ânes. Et de nombreux ânes ont été fauchés par les balles. Les hommes ramassaient les carcasses et s'en servaient comme boucliers contre les tirs. Je ne savais pas que le fantôme des animaux pouvait apparaître. Les ânes ont totalement changé ma façon de voir les choses. Une légende raconte que 3 hommes de 3 États du Sud ont été pendus sur le pont. Un homme de Virginie, un du Kentucky et un du Tennessee. Ils auraient été pendus parce qu'ils étaient des espions du Nord. La légende dit que si l'on frappe 3 fois de chaque côté du pont, 3 cordes apparaissent sur les poutres. J'ai voulu essayer. J'ai frappé 3 fois et j'ai crié « Kentucky, Tennessee, Virginie ». Et j'ai pris quelques photos.
Sur la 4e ou 5e photo, on voit une corde se former sur le haut des poutres. Ce soir-là, Julie, moi et une amie de Julie, Leslie, avons décidé de faire une expérience de voix électronique. Leslie a des dons de médium. Elle sentait la présence d'une petite fille autour de nous. Juste après avoir dit ça, la voix d'une petite fille est apparue sur la cassette. Elle a dit « Nous n'avons pas besoin de vous ». Nous n'avons pas besoin de vous. Ça m'a vraiment surpris, j'en avais des frissons. C'était une voix réelle, parfaitement claire. J'étais sidéré. Nous n'avons pas besoin de vous. Et elle avait l'air d'être juste à côté de nous. Nous n'avons pas besoin de vous. La bataille de Gettysburg a affecté toute la ville. Il peut y avoir des adultes, des enfants, des familles, tout un tas de choses qui hantent les environs du pont. Nous n'avons pas besoin de vous. Je marchais avec le caméscope et une lumière a attiré mon attention. Elle était très vive et changeait de forme. Ça passait d'un cercle parfait à une forme qui bougeait de haut en bas et qui se modifiait. Puis ça redevenait un cercle. Et tout d'un coup, ça a disparu. À ce moment-là, on a le cœur qui s'arrête et on se dit, est-ce que c'est vraiment réel ? Il était à peu près 21h30 et nous avons décidé de prendre des photos du pont. La première fois que j'ai vu la photo avec cette apparition, j'étais abasourdi. C'était tout simplement incroyable. Ce que nous avons pris en photo, c'est un soldat confédéré qui marche sur le pont. Il porte des munitions ou une sorte de cartable sur le dos. Il a des manches longues, ce qui était courant à l'époque, surtout pendant les combats, et pour se protéger des insectes et des moustiques. Il remonte son pantalon comme un soldat confédéré amaigri. Quand les armées confédérées arrivaient du sud, elles étaient extrêmement mal nourries, déshydratées et très affaiblies. On pense qu'il tenait son pantalon pour cette raison. Je pense que c'est un soldat confédéré à cause de la couleur de ses vêtements. Les soldats de l'Union étaient en bleu, alors que les soldats confédérés portaient ce qu'ils avaient sous la main. Il avait l'air d'un homme du Sud très pauvre. Les soldats confédérés avaient en moyenne 15 ans. De nombreux garçons sont morts dans la fleur de l'âge. Il leur restait beaucoup de choses à vivre et c'est pour ça qu'ils sont encore là. Nous sommes intimement convaincus que c'était le fantôme d'un soldat confédéré. L'une des raisons pour lesquelles je pense qu'ils hantent ces lieux, c'est parce qu'ils ne savent pas que la guerre est finie. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et ils continuent de se battre pour une guerre dont ils ne connaissent pas le dénouement.